Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Bonsoir à tous au cœur de la mêlée pour revenir avec vous sur toute l'actualité rugby, l'actualité sportive également. On est ensemble bien sûr jusqu'à 23h parce que à suivre, il y aura l'autre match de la soirée, un derby que tout le monde attend, Castres face à Toulouse. Mais on est content d'accueillir sur Sud Radio ce soir Yohan Huget, Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment allez-vous, Yohan? Est-ce que tout va bien malgré cette pluie, malgré ce temps de novembre quand même? Si on fait abstraction du temps, tout va bien, mais ce temps est terrible. Ce temps. Ah oui, il est un petit peu plombant si on est au nord de la Loire. Effectivement, ça peut être un petit peu plombant. Philippe, tout va bien? Vous avez toujours l'humeur ensoleillée? Bah, très bien, parce que moi je suis dans le sud et on a de la chance avec le temps ces derniers jours. Donc vous voyez messieurs, tout va bien. Profitez-en. Allez. Profitez-en, effectivement. On a quand même eu un multi qui nous a réservé quelques belles surprises et surtout quelques beaux matchs. On va rappeler peut-être Alexandre les résultats de ce multi, puisque en début de journée, certes, il y avait le Stade Français qui s'est incliné à domicile face au Racing 13-9, mais on a eu 4 beaux résultats et notamment celui de Toulon à Clermont. Hein. Ouais, la victoire des Toulonnais à Clermont, effectivement. 30-27, le succès à domicile de l'Aviron Bayonnais face à la section paloise, 35-16. Le succès de Perpignan face à Montpellier, 23-16. Et Oyonnax a battu Lyon, 38-20 dans cette 7e journée du top 14. Un point de bonus offensif, il était pour Bayonne face à Pau. Oui, avec notamment la perf du jour. Alors peut-être juste faire un petit point sur le classement tel qu'il apparaît, parce qu'on sait que le Racing était revenu à hauteur du Stade Français aux avant-postes, premier et deuxième, les deux clubs parisiens. Ensuite Pau, voilà, puis Toulon qui est désormais 4e avec 19 points, Clermont 19 points qui a pris un bonus défensif ce soir, Castres qui attend de jouer face à Toulon 6e et 7e, Bayonne 8e, Bordeaux-Bègles 13e avant son match de demain, Oyonnax qui a remporté un succès précieux 38-20 qui est 10e, Lyon 11e 12 points à égalité avec Oyonnax, et puis La Rochelle 12e 11 points, Perpignan 13e avec 8 points et surtout Montpellier 14e avec 6 points. Ça c'est la principale information, la victoire de Perpignan donc, et surtout ce sixième échec de Montpellier. Est-ce qu'il va y avoir selon toi, Yohan, des conséquences à la suite de cette victoire 23-16 des Montpellier, cette défaite 23-16 des Montpellier? Des conséquences, je sais pas, mais en tout cas, il va falloir qu'il y ait un électrochoc. L'électrochoc, déjà, il arrive avec l'arrivée d'Antoine Battu, le retour à Montpellier. Et est-ce que ça sera suffisant? Je sais pas, parce que sincèrement, on voit pas très bien ce qui cloche dans cette équipe, parce qu'il y a quand même un très bel effectif. Et il n'y a pas eu de très grands changements, donc on a du mal à la situer. On se dit qu'il faut juste un petit réveil. Il y a un problème dans le staff, c'est compliqué. Il y a un problème dans le staff. On nous dit que selon des sources internes du MHR de l'effectif que Richard Cockerill est pas inintéressant mais très rigoureux, probablement trop rigoureux, que le message ne semble pas très bien passé quand même avec les joueurs. Trop rigoureux. Je suis désolé, mais pour moi, c'est ce qu'on nous dit c'est une excuse d'avoir quelqu'un qui est trop rigoureux. Enfin, je sais pas, soit son message il passe pas, ou soit il est pas compétent. Mais trop rigoureux, ça veut rien dire. On peut pas dire que quelqu'un est trop rigoureux. Je suis d'accord avec Yohan, c'est difficilement entendable. C'est-à-dire que soit les joueurs sont irréprochables et livrent des grandes performances, et ils peuvent éventuellement dire que il y a trop de pression, il y a trop de rigueur. Mais la rigueur, elle est indispensable quand on voit le niveau de cette équipe. Après, pour moi, ça vient de la forme. Et peut-être, en effet, le mal montpelliérain, il est dû à cet empilage de compétences quelque part. Et c'est vrai qu'on ne voit pas très bien quel est le périmètre de chacun, où il commence, non, mais où il va y avoir des changements dans le staff. Oui, a priori, moi, avec cette défaite aujourd'hui, je vois pas comment d'ici demain, il n'y aurait pas l'annonce de la mise en retrait de Richard Cockerill et une arrivée d'un personnage important en remplacement de Richard Cockerill. Mais il y aura quand même une classification. Philippe, t'as des infos, Philippe. Donne-nous les infos.
Alors d'abord, Julien Thomas avait des infos la semaine dernière et avait annoncé que ce match était le match qui allait sceller définitivement. Il avait parlé d'une réunion d'1h30 notamment. Le cas de Richard Cockerill. Et en effet, il y a des informations qui circulent sur l'éviction de Richard Cockerill dans les heures qui arrivent et peut-être une surprise en remplacement à la direction sportive. Alors, peut-être Bernard Laporte, paraît-il. Oui, c'est un nom qu'on entend qu'on entend revenir, et on sait aussi que Bernard Laporte oui, mais en tout cas surtout a toujours une passion pour le terrain qui est réelle. Donc est-ce que ça sera confirmé ou pas, ça c'est encore autre chose. Moi on m'a dit avant le match, qu'importe le score, Cockerill devrait sauter. Voilà ce que j'avais reçu avant le match. C'est sorti aussi dans l'équipe cette information, Alexandre. En plus ce qui est bien, c'est que Bernard n'est pas très rigoureux en plus. Donc ça là ça va être sympa là. Si la source interne dit que Richard Cockerill est trop rigoureux, bon là avec Bernard il va être tard. Ouais, mais ils vont faire quelques touches en plus, 10 dernières pour voilà, ça peut durer un moment, mais en tout cas c'est à suivre. Bon voilà, c'est quoi, c'est de la rumeur ou c'est de l'infox ou de l'intox? Le nom de Bernard. Ouais. Alors, moi, je pense que ça a l'air d'être une info assez sérieuse. En tous les cas, ce serait logique. Il a clairement déclaré sa volonté de revenir sur le terrain. Il y a cette relation particulière de confiance avec Moed Altrad. Et là, aujourd'hui, sur le terrain, sur le marché, remplacer Richard Cockerill, je pense que Moed Altrad a besoin de confiance. De quelqu'un qui soit capable aussi de travailler avec Philippe Saint-André. Moi, mon vrai point d'interrogation, vraiment, c'est la répartition des tâches entre Philippe Saint-André, un profil de main comme Bernard Laporte, et puis un Jean-Baptiste Elissalde, qui est un peu le lien de tout ça, vraiment opérationnel au quotidien sur le terrain. Donc, je pense qu'il y a quand même, peu importe ce qui se passe pour Richard Cockerill, un besoin de clarification des périmètres, parce que c'est des personnalités en plus très fortes qui ont tous de très grandes compétences rugbystiques. Ouais. Et d'ailleurs pour les Montpelliérains, pour donner une petite stat sur cette défaite à Perpignan 23-16, 16 pénalités concédées quand même par les Montpelliérains, ce qui est absolument énorme, et ce qui a causé aussi la perte de cette équipe du MHR. Autre sensation du jour, c'est quand même le succès de Toulon à Clermont, 30-27. Yoann Huget, quelle fin de match. Les Clermontois ont poussé. Je crois qu'il y a une action qui doit durer quasiment 3 minutes et ils ont échoué à quelques centimètres de la ligne pour renverser, mais c'était un très beau match de rugby. On s'est régalé devant ce match. Sincèrement, il y a eu beaucoup d'envolées, beaucoup de suspense, de rebondissements. Je pense que les Clermontois ne sont pas payés au vu du match qu'ils font. Toulon fait preuve d'abnégation, de solidarité en défense, se crée des occasions qui concrétisent. Et les Clermontois, ils ont 2-3 actions un peu litigieuses sur des en avant et ils ont ce momentum où ils peuvent faire basculer le match et décrocher Toulon. Et finalement, les essais sont refusés pour des petits hors-jeux. On s'est régalé sincèrement. Ils ont l'occasion de prendre la pénalité, les Clermontois à la fin, pour prendre les 3 points et revenir à égalité. Ils font le choix ambitieux d'aller en touche. J'ai apprécié ce choix-là de prendre des risques. Et bon, ils sont pas payés au final, mais en tout cas, ça montre leur combativité, leur résilience à vouloir gagner les matchs. Ouais, à l'image, Philippe Spanghero, de laisser le premier des Clermontois de Peseli Yato, 40 mètres tout seul, comme un arrière, il est dans la ligne comme ça, fan de passe, il fait un coucou à la caméra avant d'aplatir. Enfin bon, on a l'impression quand même qu'il y a un souffle nouveau sur cette ASM. Ouais, il y a quelques errements défensifs sur cette action-là, mais par contre, c'est une vraie action d'envergure. On a vu 2 équipes qui se sont rendues coup pour coup, qui avaient vraiment la volonté de produire. Et c'est vrai que ce qui est surprenant du côté de Clermont, c'est ce retour en forme de ces leaders qu'on avait vu un peu plus effacés l'année dernière, et puis l'impact quand même dans cette animation offensive de Roda Pileta. Quel choix quand même de la part de Clermont. On ne savait pas trop, après son départ de Castres, comment allait se comporter Roda Pileta, et je trouve que il fait partie des grands artisans de ce souffle nouveau du côté de Clermont. Et puis en face, il y a un match quand même référence du côté de Toulon, malgré beaucoup de turnover. Ce caractère collectif qu'il a quand même
souvent manqué aux Toulonnais ces derniers matchs et puis même la saison dernière, ben là il confirme une victoire importante à domicile la semaine dernière et ils lancent quand même bien leur saison. Ouais. Et quand on regarde un petit peu les stats, Jules Coulon aujourd'hui a fait un très gros match. Jules Coulon pour le RCT avec 13 plaquages réussis, 2 essais marqués. Tiens, petite question quiz à Yoann Huget, Philippe Spanghero et François Trio. La dernière victoire de Toulon à Clermont, c'était quand? La dernière victoire de Toulon à Clermont 2015. Ouais. 2015, bravo Yoann. Très solide. Ouais, il est solide. Très solide. Il a dû jouer, Yoann. Le 28 novembre 2015. Allez, on va se retrouver dans un instant pour la suite du MAG, mais en tout cas, c'était un sacré match de rugby et ça faisait vraiment plaisir à voir ce Clermont-Toulon avec ce petit hommage, ce magique hommage du public clermontois à un monument du rugby gallois et mondial qui est Alwyn Jones, qui disputait son dernier match avec Toulon, lui le Joker Coupe du Monde, et qui a été salué comme il le devait. Voilà, c'est en tout cas un bon moment de sport de top 14 qu'on a vécu cet après-midi. On va se retrouver dans un instant. On va revenir sur le premier derby de la journée, celui du Stade Français face au Racing, avec Thomas Lombard qui sera notre invité sur Sud Radio, le patron du Stade Français. Restez avec nous sur Sud Radio. Avec vous les auditeurs Sud Radio 0826 300 300 et surtout toute l'équipe de Sud Radio, Yoann Huget, Philippe Spanghero, Alexandre Priam, Quentin Cabanis, tout le monde est là pour parler rugby. Et puis sur les réseaux, Adrien, hashtag Sud Radio Rugby, on est d'accord, hein, voilà, on est là bien sûr. Hashtag Sud Radio Rugby, on l'utilise plus trop mais on est là. Donc on est pas là. Les hashtags c'est dépassé, François. Ouais. Ah ouais. Mais on est là sur Twitter, le Twitter Sud Radio Rugby, sur Instagram aussi. On dit X maintenant, voilà, on est là sur X. Ouais, X. Mais oui, c'est dépassé Twitter. Ouais, voilà. L'adresse Twitter marche toujours. Allez, la 7e journée du top 14, on va bien sûr la vivre avec Castres-Toulouse, 21h05, le coup d'envoi de ce match qu'on va vivre en intégralité sur Sud Radio, ce derby. On en reparlera d'ailleurs dans une heure avec Arnaud Coste, le papa de Paul, qui sera avec nous en direct sur Sud Radio, bien sûr. Mais on va revenir sur le match qui ouvrait cette journée dite des derbies. Stade Français, Racing, victoire des Racingmen 13-9. Et pour en parler, le directeur général du Stade Français, où on peut dire que c'est le patron, c'est Thomas Lombard qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Salut Thomas. Salut messieurs. Bon, 13-9, match qui s'est disputé quand même dans des conditions horribles, difficiles. Il était difficile de jouer et de pratiquer, on va dire, un rugby correct aujourd'hui. Oui, mais néanmoins, c'était les mêmes conditions pour les deux équipes. Le constat, c'est que le Racing a été beaucoup plus précis, beaucoup plus appliqué. Ils ont fait des séquences de jeu qui étaient plus abouties que les nôtres. On a eu une grosse défaillance en touche et sur notre conquête, même en mêlée où on a été plus irrégulier, ça nous a coûté cher sur la rencontre. Bon, j'imagine qu'elle a une saveur particulière. Enfin, ces matchs, ces derbies, ils ont une saveur particulière pour toi, Thomas. Est-ce que le fait encore de buter encore sur le voisin Racingmen, ça t'irrite le poil? Bah oui, ça devient un peu insupportable, hein, mais bon, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, hein, donc c'est la loi du sport. Il faut chaque week-end, c'est le top 14, hein, on peut pas y aller en étant à moitié préparé ou en étant approximatif. C'est la difficulté et aussi ce qui fait l'excellence de ce championnat. On avait été capable d'avoir beaucoup d'appétit, beaucoup d'énergie sur le match de la semaine dernière à Lyon. Il y en a eu un peu moins aujourd'hui et surtout trop d'imprécisions qui nous coûtent, je crois, un 8e derby consécutif à la maison. Yoann Huget, Philippe Spanghero, Alexandre Priam sont là. Petite question peut-être pour Thomas Lombard. Alors, pas de question, je me lance en premier. Bonsoir Thomas, c'est Philippe Spanghero. Il y a eu quand même ces dernières saisons un ping-pong, vous êtes rendu coup pour coup, vous avez perdu à domicile, mais vous êtes souvent allé vous rattraper à l'extérieur. Mais tu le disais, il y a ce caractère quand même et cette belle prestation de la semaine dernière au Loup, et puis ce manque d'envie quelque part un peu aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qui vous manque ces dernières saisons au Stade Français, ce manque de régularité pour permettre d'ambitionner encore davantage et de s'installer vraiment dans le top 6 et dans les phases finales? Oui, certainement. Il nous manque pas mal de choses, mais la constance dans la performance, la consistance aussi de ce qu'on est capable de mettre d'un week-end à l'autre sur les matchs, nous fait parfois défaut. Bon, c'est le lot du top 14. Hein. On sait
la complexité de ce championnat. Toutes les équipes, c'est très homogène. Il faut être prêt à combattre. Il faut mettre beaucoup de force, beaucoup d'énergie chaque week-end. Et c'est ça qui fait peut-être la différence entre les très très bonnes équipes et celles qui sont plus sur de l'aléatoire. Donc pour le moment, on avait fait un bon début de saison. Bon, tout n'est pas à jeter, hein, loin s'en faut. Mais c'est vrai que dans la construction de la saison, dans la construction des objectifs de l'équipe, ça aurait pu être super pour nous de remporter ce derby. On aurait fait un petit saut au classement en plus. Bon, ben c'est pas grave, hein, on part en stage toute la semaine, on va s'entraîner et on va essayer d'aller rattraper ça dès le week-end prochain. Alexandre Priam. Quand on regarde, bonsoir Thomas Lombard, quand on regarde un tout petit peu les statistiques, alors elle veut pas toujours tout dire, mais on a vécu une sorte de stérilité offensive du Stade Français Paris aujourd'hui face au Racing 92 qui s'explique par zéro franchissement en 80 minutes. Comment on explique qu'offensivement peut-être que le Stade Français ne fait pas un très très beau début de saison offensivement, je précise bien, alors que défensivement, pour le coup, il y avait souvent eu du très positif. Ouais, on a une assise sur les 2 dernières saisons qui se matérialise autour de la conquête, de la défense et d'un buteur, hein. Ce qui sont quand même des attributs importants pour exister en top 14. Après, aujourd'hui, les conditions étaient dantesques. Ce qui est sûr, c'est surtout le jeu autour, hein, puisque c'est dans des conditions comme ça ce qui fait la différence. Le Racing a été plus précis, plus organisé que nous, plus décisif. Il y a eu quelques franchissements pour eux, mais qui n'ont pas été déterminants sur des actions qui ont été conclues par des essais. Mais voilà, sur le petit jeu, sur des détails, sur de la précision, le Racing a été plus fort que nous. Johan Huget, peut-être une petite réaction au propos de Thomas ou une question. Oui, bonjour Thomas. C'est Johan. Juste une question. Est-ce que tu penses que le problème de la régularité, ça vient d'une profondeur d'effectifs ou pas du tout? Tu penses que c'est plus mental et que ce cap, vous allez le franchir au fur et à mesure de la saison? C'est une bonne question, Johan. Malheureusement, j'ai pas la réponse. Je sais, enfin tu le sais aussi, hein, puisque tu étais sur le terrain hier, que voilà, la capacité à se remettre au travail chaque semaine, à avoir le même niveau d'exigence, il est déterminant. Donc peut-être que c'est un secteur sur lequel on doit encore progresser. Le Racing a fait un match dur la semaine dernière à Toulon et ils ont été capables, voilà, de se remobiliser pour venir gagner chez nous. Donc nous, on avait fait tourner notre effectif un petit peu à Lyon. On avait vu une belle énergie, on avait fait un bon coaching. Là, on avait à peu près la même stratégie. Bon, on a blessé Paul Allo-Émile au début de match, qui a contrarié un peu les plans. Mais voilà, globalement, oui, on a sans doute à progresser là-dessus. Thomas, c'était aussi une façon aujourd'hui de célébrer le Stade Français et on va dire ce club centenaire, 140 ans. Voilà, il y avait un maillot à éclairs rouge et bleu qui rappelait quelques bons souvenirs à ceux qui connaissent bien le Stade Français. Ouais, ça veut dire quoi? Qu'il faut désormais tout le temps jouer en rose, en fait. Non, mais le rose, c'est la marque. Voilà, il y a une construction qui s'est faite autour de la couleur rose. Du Stade Français qui était rose, toute une communication du club. Donc l'idée, c'est pas du tout de remettre ça en question. C'est simplement de considérer au travers de cet anniversaire notre histoire, nos couleurs historiques qui sont le bleu et rouge. Et voilà, de remettre ça un petit peu au goût du jour au cours des célébrations qui vont avoir lieu durant toute l'année. Bon, mais on l'espère en tout cas. On comprend, on va dire ce soir ta tristesse ou ton amertume, mais quand même le Stade Français 23 points comme le Racing, enfin je veux dire aux avant-postes du top 14, on va dire la saison a bien enclenché et il y a une dynamique. Est-ce que toi tu la ressens aussi autour des partenaires, du public? Il y avait quand même du monde aujourd'hui à Jeanbois. 17 000. Ouais, il y avait un peu plus de 17 000 personnes à Jeanbois aujourd'hui, donc pour nous c'est vrai que c'est pas neutre, hein, ça montre qu'il se passe quelque chose. Maintenant, c'est pas à vous que je vais l'expliquer, hein. Paris, c'est une ville qui est compliquée. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a déjà celle du Racing à côté. Il y a le football avec le PSG. Donc, pour attirer les gens, il faut aussi arriver à battre les meilleures équipes. Il faut occuper le haut du classement. Donc, pour le moment, c'est encore le cas. Mais voilà, tout ça reste fragile. C'est un signal d'alerte qui nous est envoyé en direction de tous d'ailleurs. On n'est pas encore en pleine situation de maîtrise
il faut continuer à faire des efforts, rester vigilant. Et puis surtout, voilà, se battre tous les week-ends parce que on a joué que 7 journées et il y a encore pas mal de boulot à faire. Merci Thomas Lombard, patron du Stade Français qui était avec nous malgré la défaite, comme il s'y était engagé bien sûr, et après ce derby perdu un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Bonne soirée à vous et à très vite sur l'antenne de Sud Radio, Thomas. On va se retrouver dans un instant pour faire le tour de l'actualité avec Yoann Huget, avec Philippe Spanghero, avec toute l'équipe bien sûr, puis avec vous au 0826 300 300. Restez bien sur Sud Radio, la radio de rugby. Avec vous les auditeurs Sud Radio pour vivre le MAG et tout savoir de l'actualité sportive, l'actualité rugby, la 7e journée du top 14 bien sûr, on en parlait. Castres-Toulouse à venir, on en parlera d'ailleurs longuement à partir de 20h avec Arnaud Coste qui sera notre invité, ancien joueur du Castres Olympique notamment, et puis surtout papa de Paul qui évolue aujourd'hui au stade toulousain. On est toujours avec Yoann Huget, avec Philippe Spanghero, voilà, on a eu Thomas Lombard. Juste une petite réaction peut-être avec vous, Yoann et Philippe, sur le propos de Thomas Lombard. On l'a senti marqué quand même, le patron du Stade Français, après cette défaite 13-9 cet après-midi, hein, Philippe. Oui, on l'a senti marqué et lucide à la fois. Et c'est vrai qu'il a répondu aux questions qu'on a pu lui poser. C'est vrai qu'après ce succès d'envergure la semaine dernière à Lyon, il fallait tout de suite à domicile, en plus dans ce derby, marquer les esprits. Et ils n'ont pas su enchaîner la performance 2 fois. Donc il y a beaucoup de déchets aujourd'hui, et puis il y a une défaillance quelque part dans le caractère collectif et dans le niveau d'exigence. Donc voilà, ça permet de repartir au combat avec un électrochoc. Comme tu le disais, il reste en haut du classement quand même, le Stade Français. Et j'ai pas eu le temps de lui poser la question, mais il y a aussi ce cas particulier au Stade Français avec l'arrivée de Karim Ghezal et de Laurent Labitte après la Coupe du Monde, avec une saison qui avait démarré sans eux. Il y a peut-être aussi un temps d'adaptation à trouver avec ce staff qui n'a pas pu prendre ses marques. Forcément. Yoann. On l'a senti très marqué. Ouais. Mais c'est paradoxal parce que il sort d'une très bonne prestation la semaine dernière. Et le sport est dingue, c'est qu'il est capable, dans ses propos, de presque oublier la performance de son équipe le week-end dernier et être vraiment... on l'a senti très marqué par cette défaite, alors qu'ils ont fait un très bon début de saison, ils montrent de très très belles choses, ils se sont imposés à l'extérieur, chose qui n'est pas évidente. Et ils sont quand même deuxième du top 14 aujourd'hui. Donc, mais c'est la preuve que c'est un match particulier. Voilà, tous les voyants sont au vert aujourd'hui pour le Stade Français. Ils viennent de faire un croche-patte à la maison et il va falloir récupérer les points à l'extérieur. Ils en sont capables. Donc on l'a senti marqué parce que c'est un derby et que les émotions prennent des fois un pas sur le sportif. Mais pour moi, il y a zéro inquiétude sur le Stade Français et la capacité à être performant durant toute la saison. Au cœur de la mêlée, c'est bien sûr l'actualité rugby tous les samedis soirs, mais c'est également un tour de table de l'actualité sportive tout court. Tiens, qu'est-ce que vous avez retenu cette semaine, Philippe Spanghero? Alors j'ai hésité, on aurait pu rester rugby parce qu'il y a eu beaucoup d'infos cette semaine entre Winnie Antonio, le transfert de Melvin Jaminet, et je suis sorti du rugby pour relever une information quand même qui fait du bien. Il y a eu une rencontre de foot entre Israël et la Pologne, et il y avait une demande adressée à l'UEFA d'une minute de silence, puisque c'était le premier match d'une équipe nationale israélienne depuis les attentats du 7 octobre, qui avait été refusé par l'UEFA. Et les Polonais solidaires des Israéliens ont acté ce refus et ont donné le coup d'envoi et ont arrêté de jouer pendant 1 minute pour rendre hommage aux Israéliens. Ça fait partie de la beauté du sport, de ces gestes qui montrent que parfois, même quand les instances ont du mal à se positionner, les joueurs peuvent prendre leurs responsabilités et montrer que le sport a quand même de très belles valeurs dont on a besoin dans notre société. Voilà. Ouais, c'est vrai, on l'avait vu à la Coupe du Monde au Qatar où les Allemands avaient aussi été allés à l'encontre des prérogatives de la FIFA qui ne voulaient pas trop se mouiller sur le sujet. Alexandre, ton tour de table de l'actualité.
Mon tour de table, il est tennis aujourd'hui. Il est très tennis avec le Masters ATP. Donc vous savez, ce tournoi qui regroupe les 8 meilleurs joueurs de la saison, c'est à Turin. Il y avait 2 demi-finales, une Yannick Sinner face à Medvedev, victoire de l'Italien à domicile, 6-3, 6-7, 6-1. Et puis ce soir, on a un somptueux à 21h. On vous donnera le score, on vous tiendra au courant. Alcaraz, Djokovic. On a donc quand même un Masters exceptionnel parce que on avait 1, 2, 3, 4, les 4 meilleurs joueurs du monde en demi-finale, ce qui est quand même assez rare. Et la demi-finale là, qui arrive ce soir, Alcaraz Djokovic, peut être absolument exceptionnelle. Cette saison qui se termine de la plus belle des manières et on a vibré vraiment ces derniers jours du côté de Turin. Oui, Quentin, ton petit tour de table. Écoute, on va parler de foot avec l'équipe de France qui joue ce soir face à Gibraltar. Alors c'est peut-être pas l'affiche qui fait le plus rêver à cette qualification pour l'Euro 2024, mais il y a un petit nouveau qui va faire son entrée en équipe de France. C'est Zahir Emery, c'est la pépite du Paris Saint-Germain et à 17 ans. Ouais, c'est ça, tout jeune, finalement, même pas 18 ans. Celui qui était capitaine de l'équipe de France Espoir va débuter normalement titulaire ce soir et connaître sa première sélection. Donc voilà, je pense que c'était important de le souligner. Ouais, la précocité incroyable. Quand même, on pensait déjà qu'Mbappé c'était pas mal ces derniers temps, mais là c'est vrai que 17 ans, Johan, ça t'inspire quoi parce qu'on le voit déjà très fort depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain. Zahir Emery, mais là, d'enchaîner au niveau supérieur, Gibraltar et a priori. Je suis pas sûr que ce soit supérieur à la Ligue 1. Ça tombe bien. Mais ça tombe bien que ce soit Gibraltar. Ça lui enlève une pression, quoi. Mais c'est, en tout cas, c'est une trajectoire incroyable. Trajectoire incroyable. Quand on l'entend en conférence de presse, on dirait qu'il a 25 ans. Il est, mis à part qui nous parle de ses études, qu'il est en train de passer son bac. Il nous apporte ce petit vent de fraîcheur dont peut-être a besoin le foot français, je parle, où on a l'habitude de voir des Mbappé, Griezmann, Giroud. Et voilà, on a ce petit nouveau qui arrive et on a hâte de voir de quoi il est capable. On le regarde, on le suit avec le PSG depuis le début de la saison. Tout le monde met beaucoup de pression sur lui. Il y répond à chaque fois très bien. Et Didier Deschamps n'est pas là pour faire des cadeaux. Donc s'il le prend et s'il le met aujourd'hui et ce soir, c'est que il a confiance en lui. Mais ce qui est impressionnant, d'autant plus qu'il va avoir de la place, François, puisque Camavinga s'est blessé. Mais tout à fait, rupture de ligament externe. Donc il en a pour 10 semaines. Voilà. Mais non, ce qui est intéressant, c'est quand même la capacité du football français à sortir quand même toujours des joueurs de grande qualité. Et on a l'impression que c'est une fabrique à talent quand même depuis de nombreuses années, quoi. Le rugby est pas mal dans son genre, mais le foot est assez impressionnant et inspirant, Philippe. Ouais, très inspirant. Et c'est vrai que ce niveau de maturité, il interpelle. Je crois que depuis Mbappé, on n'avait pas vu un joueur qui paraissait au niveau aussi jeune. Et puis avec un niveau de maturité aussi dans ses prises de parole. Donc en effet, ça fait du bien. C'est vrai que de voir le championnat de France finalement si loin du très haut niveau international par rapport à cette capacité de sortir autant de grands joueurs, ça pose aussi question. Ouais, Johan, ton tour de table cette semaine. Cette semaine, c'est la F1 à Las Vegas avec beaucoup de problèmes apparemment sur les bouches d'égout. C'est incroyable. Les bouches d'égout, c'est incroyable d'avoir de tels problèmes en fait et qui sont pas résolus juste avant la course. Pour moi, je regardais ça, je me suis dit mais il y a personne qui contrôle, il y a personne qui se déplace pour voir l'état des pistes parce que justement on voit ces petits problèmes-là et on se demande ce que ça va donner. Donc Charles Leclerc est en pole position, on est content pour lui, mais pour lui qu'il aille jusqu'à la fin. Et surtout, Johan, la voiture de Carlos Sainz, elle a été détruite complètement par cette bouche d'égout. Et il a été pénalisé. Et ouais, il a été évidemment pénalisé parce qu'il faut changer les batteries, le moteur, il faut tout changer. Et Ferrari a fait une réclamation en disant attendez, c'est quand même pas de notre faute, c'est de la faute de la qualité de piste. Il y a eu tout un vote de toutes les écuries pour annuler la pénalité, ne serait-ce qu'annuler la pénalité à Ferrari. De toute façon, le chèque, c'est Ferrari qui va devoir le payer et on parle de plusieurs millions. Mais pour annuler la pénalité, tout le monde a voté oui, pas de problème, sauf Mercedes. Donc ça a mis un petit peu le bordel là
dans le paddock et Mercedes qui a dit non. Et il fallait que tout le monde soit unanime. Donc il n'y aura pas de remboursement. Il y aura surtout quand même une pénalité pour Carlos Sainz qui a donc juste roulé. Il s'est fait détruire sa voiture. Il a eu très peur et en plus il est pénalisé. Pas de constat, rien. Il n'a rien envoyé à l'assurance. Là, les assurances, waouh. Là, les assurances, c'est. Vous imaginez les assurances là ? Non, mais c'est Non. pour une bouche d'égout. Hein. T'as pas envie. Ouais. Non. Du coup, ils ont enlevé les 40 bouches d'égout. Du circuit, ils les ont rebouchées avec du ciment en urgence. Donc, parfait. C'est quand même fou. Ils ont enlevé 40 bouches d'égout. On va avoir les droits des inondations à Las Vegas. Après de la pluie à Vegas, c'est pas tout de suite. Hein, je pense. Même s'il fait pas très beau en ce moment. Il y a des fontaines. Ouais, t'as l'air renseigné, Alexandre, sur Vegas. Je suis la F1. Oui, tout à fait. C'est important. Allez, moi j'ai un petit tour de table. On va revenir par là où on a commencé. C'est le tennis, mais moi j'ai plutôt m'intéresser au choix de la Fédération française de tennis qui a choisi son capitaine de Coupe Davis, qui a choisi Paul-Henri Mathieu. C'était hier, et c'est un choix qui moi m'a intéressé. Au-delà de liens amicaux que j'ai avec l'intéressé, mais c'est surtout le choix de la continuité, de la compétence. Paul-Henri travaillait direction du haut niveau depuis 2 ans. Et on a vu des déclarations de Tsonga, de joueurs qui sont encore un peu joueurs parce qu'ils viennent d'arrêter comme Gilles Simon et qui vont sans doute très bientôt devenir des capitaines de Coupe Davis, mais d'assurer une certaine continuité. PHM a travaillé en profondeur avec tous les staffs, tous les jeunes joueurs. C'est un monde quand même toujours très spécial que le tennis. Il y a beaucoup d'individualité, beaucoup de parcours individuels et c'est pas évident de créer un esprit. Il a fait un travail de l'ombre, un travail de fond, et je voulais saluer une décision sage d'un président de fédération qui connaît son sport et qui connaît la Coupe Davis puisqu'il a disputé, il a même disputé une finale, Gilles Moreton en 82, et parfois ça fait du bien que la compétence soit récompensée. Voilà, c'était mon tour de table de la semaine. Tu dis capitaine de Coupe Davis, c'est vrai que c'est le nom de son poste, mais la Coupe Davis n'est plus du tout un enjeu. Oui, mais là, il y a les Jeux Olympiques cette année. C'est plutôt capitaine de l'équipe de France de tennis masculine. C'est sélectionneur, qui est intéressant. En gros, c'est sélectionneur de l'équipe de France. Voilà. Le terme capitaine de Coupe Davis est désuet, malheureusement aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais ça veut dire quand même que c'est le patron. Il était aujourd'hui il était numéro 2 dans la hiérarchie derrière Grosjean, puisque lui, en tant que directeur du haut niveau, il était entraîneur aussi lors des rassemblements et lors des matchs de Coupe Davis. Mais là, il sera effectivement aux avant-postes, notamment pour ce rendez-vous des Jeux Olympiques, dont il n'assurera pas la sélection, puisque c'est le classement des joueurs qui les sélectionne pour les JO. Il y a 4 joueurs qui doivent être dans les 65 premiers pour pouvoir figurer au JO. Donc voilà le choix. Et moi, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'articles sur ce sujet. Il y avait 14 candidats, il y a eu des entretiens. Enfin bon, ça fait plusieurs semaines que ça durait, mais je trouve que le choix de la continuité et du travail récompensé dans une fédération, c'est pas mal. Voilà. Et un petit mot aussi, Jérémy Chardy, qui a été souligné par la Fédération internationale de tennis. C'était du côté de l'ATP Masters à Turin pour sa retraite, pour sa fin de carrière. Jérémy Chardy, le Palois, qui aime le rugby, qui est désormais le coach d'Hugo Humbert. On voit aussi toute cette génération de joueurs qui a vite basculé pour épauler les jeunes. Et tu parlais de Sébastien Grosjean, désormais avec Arthur Fils, si je me trompe pas. Tout à fait. François. Voilà, mais c'est vrai que souvent on entend parler quand même de beaucoup de critiques envers le tennis français. Il y a 13 joueurs qui sont dans le top 100. Et Hugo Humbert dont tu parles, qui est 20e, et qui a 25 ans, donc c'est quand même, on n'est pas si naze que ça, et tant mieux qu'il y ait un peu de continuité, de travail de fond qui soit récompensé. Voilà pour mon tour de table. Vous pouvez bien sûr y réagir, ne pas être d'accord, messieurs, mais il y aura de la concurrence en tout cas aux Jeux Olympiques, puisque Rafael Nadal a annoncé qu'il allait reprendre sa carrière là, donc sûrement au vu des Jeux. Voilà, dans un stade qu'il connaît bien. Roland Garros, il connaît un petit peu. Oui. Ouais, il connaît un petit peu, mais il a l'air effectivement déterminé. Bon, on va repartir vers le rugby, notamment le rugby qui nous a intéressé la semaine, avec notamment l'annonce de Antoine Dupont qui allait basculer du 15 au 7. On va en parler dans un instant. Restez bien avec nous sur Sud Radio dans Au Cœur de la Mêlée. Au Cœur de la Mêlée avec vous, bien sûr, pour continuer à parler de l'actualité sportive, de l'actualité
l'actualité rugby, bien sûr. Philippe Spanghero, Yoann Huget sont là, Alexandre Priam également, Quentin Cabanis, toute l'équipe, bien sûr. Et puis vous, sur les réseaux pour nous interpeller ou au 0826 300 300. On parle de l'un des sujets de la semaine quand même. C'est le passage d'Antoine Dupont du 15 au 7 pour participer aux Jeux Olympiques. Pour en parler, on accueille Terry Bouraoua, qui a été l'une des figures du 7 de France pendant des années, sur toute cette décennie 2010, 2020, 21 même. Terry, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir François, bonsoir à toute l'équipe. Merci. Sympa d'être avec nous, Terry, ancien numéro 9 bien sûr, et qui a fait lui aussi la navette entre le 15 et le 7 et qui est bien placé pour nous éclairer sur le challenge qu'attend Antoine Dupont. Voilà, c'est un challenge qui te semble largement faisable par rapport au timing. En gros, il reste 8 mois avant que les Jeux démarrent. Ouais, bon, la vérité, c'est que je suis pas très inquiet sur le cas d'Antoine Dupont. On le sait tous, on l'a tous vu. Antoine Dupont, c'est quand même, il fait partie de ces joueurs qui sont un peu hors normes. Et donc, s'il y a bien un joueur avec lequel je suis pas inquiet, c'est avec lui. Et je pense que déjà, il a toute qualité rugbystique et de stratégie et de tout ça pour s'adapter le plus rapidement possible, quoi. C'est un joueur du commun et je pense que la tâche, il arrivera à la surmonter largement. Yoann Huget, toi qui a brillé à 15, est-ce que tu as fait aussi des essais avec le 7 ? Est-ce que c'est une pratique que tu as expérimentée en tant que joueur lorsque tu as été professionnel et international ? Non, pas du tout, parce que j'ai pas eu le temps de l'exploiter. Il y avait une opportunité à faire pour les JO de Rio, mais j'étais blessé au genou et je voulais d'abord bien récupérer. Et ça, c'est vraiment très traumatisant comme sport. Moi, j'ai eu la chance de les côtoyer, notamment Terry, quand on s'entraînait avec le 15, on voyait les entraînements qu'ils faisaient, la tête qu'ils avaient quand ils sortaient de l'entraînement. Sincèrement, ça me donnait pas forcément envie de partager avec eux ces moments-là de souffrance, parce que ils sont de 0 à 100 du début jusqu'à la fin. Et c'est de la répétition, à haute intensité avec des vitesses maximum. Donc, j'ai pas essayé parce que j'étais pas prêt justement à faire ce nouveau sport. Terry, justement, c'est quoi la différence quand ce que décrit, on va dire, Yoann, qui vous a vu à Marcoussis lorsque vous prépariez les étapes du circuit mondial ou les grandes échéances, c'est quoi les différences entre justement la prépa pour le 15 et la prépa pour le 7 ? La différence, c'est que nous, on doit être prêt à répéter des efforts à très haute intensité, comme les joueurs de rugby à 15, sauf que nous, c'est de manière peut-être un petit peu plus fréquente. Et tous les joueurs doivent être capables de le faire. En fait, elle est là, la grande différence, elle est là. Et après, l'autre différence aussi, c'est dans l'organisation de la saison. C'est-à-dire que nous, la préparation physique, on la faisait toute l'année, quoi. Le joueur de rugby à 15, quand son championnat, quand le top 14 a commencé, voilà, c'est plus dans l'entretien, et elle est là la différence. Et c'est pour ça que quand on parle d'Antoine Dupont, je suis pas inquiet parce qu'il fait partie de ces joueurs qui sont hors normes, quoi. S'il y en a bien un aujourd'hui qui peut prétendre à faire ça, c'est lui, quoi. Alexandre. Justement, Terry, on voit donc Antoine Dupont devrait participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Mais c'est pas le seul, il y a aussi d'autres noms. On parle d'Arthur Vincent, de Sékou Makalou, de Damien Penaud, de Louis Bielbiarré. On met forcément tous un peu de côté Antoine Dupont par son aspect un peu extraordinaire, le profil du joueur. Ouais. Mais là, quand même, ce serait 4 ou 5 autres joueurs qui viendraient du 15. Est-ce qu'on met pas un petit coup quand même au travail du Seven, de Jérôme Darret, de tous ces joueurs-là qui se consacrent toute l'année au Seven pour ramener finalement des joueurs de 4 ou 5 joueurs du 15, ce qui est quand même beaucoup? Ça a été formellement démenti quand même. Oui, ça a été formellement démenti, mais bon. Marty a dit non. Moi, c'est pour ça que je vous parle d'Antoine Dupont, parce que c'est ce qui me paraît le plus réaliste aujourd'hui. Après, effectivement, stratégiquement, faire venir tous les noms que j'ai entendus là, ce serait pas déjà l'équipe de France, ce serait pas pour moi une bonne stratégie. Et je pense pas que Jérôme Darret opte pour cette stratégie-là. Et après, comme je le disais, Antoine Dupont, c'est aujourd'hui un extraterrestre, quoi. Il est capable de le faire. Après, les autres, c'est des profils différents et je suis pas certain que ce soit aussi simple pour eux, quoi. Philippe Spanghero, peut-être une question pour Terry.
Non, pas de question directement. Je crois qu'il a répondu sur le cas d'Antoine Dupont. Moi, juste, je voulais revenir un peu sur le contexte parce que je crois qu'il faut repréciser quand même que c'était une volonté affichée de la part du joueur depuis longtemps. La fédération l'a pris en compte. Il y a eu des échanges avec le staff de l'équipe de France A7. Je crois que l'attitude d'Antoine Dupont, elle est assez exemplaire parce que il a annulé une conférence de presse qui était prévue en disant non mais finalement il faut pas braquer les projecteurs sur moi parce que je dois venir intégrer un nouveau collectif que je connais pas. Donc tout ça se fait pour de bonnes raisons parce que j'ai vu une polémique là depuis un jour ou deux, notamment Denis Charvet sur RMC qui a dit que comprenait pas, il en voulait un peu à la FFR de prendre Antoine Dupont, mais je crois que c'est une volonté du joueur avant tout qui a été entendue. Et tout le monde est d'accord. Et je crois que d'un point de vue marketing, là je reviens à ce que je maîtrise le plus, ça peut servir aussi la vitrine et la lumière sur cette équipe de France A7 pendant ces jeux qui seront une vitrine exceptionnelle pour ce sport. Et ça doit servir très largement le rugby A7 en France. Maintenant, le gros enjeu, c'est que le rugby A7, ça peut-être que Terry pourra en parler, doit devenir une vraie discipline. C'est-à-dire qu'un gamin qui va voir cet événement aux Jeux Olympiques et qui dit moi j'ai envie de faire ce sport, quand il arrive dans un club, on ne lui permet pas. Et il faut trouver la solution pour avoir des fenêtres dans la saison ou des organisations dans les clubs qui permettent de faire quasiment exclusivement du 7. Et ça, c'est un enjeu de développement majeur pour moi, pour le rugby français. Et Antoine Dupont va être une locomotive importante. C'est le cas des débuts de saison quand même chez les U12, chez les U14. Voilà, on fait du rugby à 7 sur les 2 premiers mois de la saison. Hein. En tout cas, c'est ce que je vois autour de moi chez les jeunes qui pratiquent. Ouais, mais après, on les perd les gamins parce que c'est pas reproduit dans la saison. Et je pense que il faudrait que cette fenêtre, elle se reproduise au moins 2 ou 3 fois dans l'année. Parce qu'il y en a qui veulent pas rester à 15 et s'ils savent qu'il y a plus d'autres temps dans la saison à 7, malheureusement on perd les gamins. Jonathan est avec nous, peut-être une question. Jonathan, bonsoir, merci d'avoir appelé le 0826 300 300. Comment tu vis toi, Jonathan, le switch là d'Antoine Dupont vers le 7? Très bien, je trouve que c'est une très bonne chose pour le 7, hein. Ça va être un bon coup médiatique. Je rejoins tout à fait ce que disait Philippe Spanghero à l'instant, c'est-à-dire que c'est un bon coup médiatique pour développer le 7 à la fois au niveau mondial et au niveau français. C'est aussi l'occasion d'essayer d'en faire une vraie discipline à part, avec des sections de 7 dans les clubs, pour justement que les joueurs qui veulent faire du 7 ne soient pas enfermés dans le 15 dès le plus jeune âge et décrochent. Donc c'est une bonne chose. Après, je me fais pas de soucis pour le passage de Dupont à 7. Ça a déjà été dit, mais il a la qualité physique pour le 7, quoi. La répétition des efforts, la vitesse, la puissance, le raffut, il casse des plaquages. Enfin, pour le coup, il y a vraiment pas de soucis, même techniquement, hein, que ce soit les offloads, les passages de bras, la technique de défense, le plaquage, ça, il y a vraiment pas de soucis. C'est aussi un joueur qui pue le rugby, qui sent le jeu. Voilà, je pense qu'à 7, ce sera aussi quelque chose qui sera intéressant. Après, on a eu des exemples de joueurs, très bons joueurs de 15 qui sont passés à 7 et ça n'a pas été une réussite. Je pense à Ouedraogo, il y a Retière qui est passé. Bon, après, à voir ce que ça donnera, mais je pense que voilà, il a tout pour réussir dans les 7. Ouais, Terry, justement, la navette, elle est pas facile à faire. Il y a peut-être Jean-Pascal Barak là qui l'a fait récemment. Il y a Vakatawa, il y a plein d'exemples. Mais non, c'est sûr que c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, Antoine Dupont, c'est presque l'exemple le plus facile qui a la capacité de le faire. Mais non, c'est pas facile. Mais après, voilà, je pense que ça va être fait de manière intelligente. Il reste encore 6 mois. Il y a de la préparation physique à adapter parce que effectivement l'effort c'est pas le même. Et puis après, je crois que j'ai cru comprendre qu'il allait pouvoir disputer 2 tournois internationaux du World Series aussi. Donc ça va l'aider. Vancouver et Los Angeles normalement. Ouais, voilà, ça va l'aider pour les repères rugby. Tu passeras le voir en voisin. Ouais, peut-être. Oui, peut-être que j'irai faire un coco. Mais ouais, non, c'est sûr que c'est différent. Après, comme je le disais, je vais le répéter, Antoine Dupont, voilà, on le sait tous que c'est un joueur un peu hors norme. Et donc il est de ces joueurs qui pour moi peuvent le faire aujourd'hui et en 6 mois. Question juste simple, est-ce qu'il peut jouer le France-Irlande le 2 février et ensuite enchaîner sur le World Series? En fait, elle va être là à la limite. Et je pense que ça va être bien géré quand même. C'est pas le staff du 15 de France, son club et de France 7. Ça va être ça. Pour moi, le seul risque d'Antoine Dupont, c'est la surcharge de travail, quoi.
c'est de faire attention, parce que le corps, il peut à un moment dire non aussi. Et je pense qu'en fait, le gros travail, il va être là-dedans. Il va pas tant être dans le résultat. Le résultat, il va être ici, tu vois. Mais le vrai risque, il est dans éviter la surcharge de travail, quoi. Éviter la surcharge de travail, on a bien entendu le message. Merci Terry Borawa, donc engagé à la Fédération mexicaine de rugby. Voilà, tu es basé où, Terry, désormais? À Ciudad de México. D'accord. Et voilà, en tant que j'occupe un poste de directeur sportif rugby à 7 pour la fédération et entraîneur head coach de l'équipe masculine. Et voilà, on essaye de partager ce qu'on a eu le privilège d'apprendre en Europe et d'essayer de faire grandir un peu des équipes émergentes. Et voilà, quand on se sent utile, c'est toujours agréable. Je suis content de te parler, Thierry, parce que moi je suis un ancien champion du Mexique 93. Donc voilà, ouais, tu vois, donc ça me fait plaisir. T'as été champion de France, et puis ensuite t'es devenu champion du Mexique en 93. Effectivement, j'ai fait mon service militaire, mais bon, on va pas non plus raconter ma vie à l'antenne. Par contre, Thierry, n'hésite pas à prendre Johan Huget en consultant, parce que je pense qu'il peut s'acclimater très rapidement. Ce mec est fou, mais c'est... le micro, il est complètement fou, ce mec. Merci Thierry, en tout cas, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio depuis le Mexique, depuis LDF et le Distrito Federal. À bientôt, et merci à Jonathan d'avoir appelé le 0826 300 300. Un plaisir d'avoir eu cet échange avec toi, Jonathan. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À suivre, eh bien, on va rentrer dans le derby du soir, Castres-Toulouse. À tout de suite. Au cœur de la mêlée pour se projeter sur ce match entre Castres-Toulouse qui va démarrer dans 1 heure sur Sud Radio pour revoir tout ça, les enjeux de cette 7e journée avec Johan Huget, avec Philippe Spanghero, avec Alexandre Priam, bien sûr, avec Jonathan que j'avais remercié mais qui est toujours là, et on le remercie. Vous êtes toujours là, t'es toujours là, Jonathan? Toujours présent. Eh ben super, le 0826 300 300. Faites comme Jonathan pour discuter avec nous, avec nos consultants, notre équipe Sud Radio pour parler rugby, et puis nos invités. Arnaud Coste est avec nous. Salut Arnaud. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct. Arnaud Coste, bien sûr. Pour ceux qui ont moins de 20 ans, on va quand même faire un petit rappel. Ancien 3e ligne de Clermont et du 15 de France, l'homme qui a disputé plus de Coupes du Monde que de tournois des 5 nations ou des 6 nations. T'es d'accord, Arnaud? C'est bien ça. Ouais. Voilà, 2 Coupes du Monde, 95, 99, finaliste en 99, faut-il le rappeler. Et surtout, aussi aujourd'hui, on va dire, remis dans la lumière de l'actualité par son fils Paul, champion du monde des moins de 20 ans et titulaire au centre du Stade Toulousain. Voilà, voilà, tu as été le fils d'eux parce que ton papa était un grand joueur de Clermont, et tu es désormais le père d'eux, Arnaud. Et oui, le statut a changé, effectivement, mais tant mieux pour Paul, en tout cas, qui commence à découvrir un petit peu le top 14 avec le Stade Toulousain. Voilà. Est-ce que il y a un facteur génétique? On va bien sûr en parler, voilà, mais surtout, il y a ce match ce soir entre Castres et Toulouse. Johan Huget, qui est toujours avec nous aussi, Johan. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce match? C'est un peu la journée des voisins aujourd'hui. C'est un derby ou pas un derby, ce Castres-Toulouse, quand on joue au Stade Toulousain? Le déplacement est très court, il se fait dans la journée, on fait l'aller-retour, c'est top. Mais mis à part ça, je pense que c'était Poulet Urios qui avait relancé un peu cette animosité entre les deux équipes. Mais depuis son départ pour Bordeaux, tout est redevenu à la normale entre ces deux équipes. Ça reste un derby, un match très peu enlevé, avec très fermé, avec je sais pas le temps qu'il va faire, apparemment il pleut pas, mais on ressent pas cet effet de derby. Arnaud, tu as joué à Castres après Clermont, voilà, il y a une vingtaine d'années. Est-ce que, vu de Castres, quand on est comme toi qui a été un ancien donc du Castres Olympique, est-ce que c'est un derby? Alors, j'ai joué avec Nicolas Spanghero, le frère de Philippe, qui est à l'antenne aussi. Et on avait un entraîneur qui s'appelait Alain Gaillard, que j'avais eu à Clermont avant, et c'est aussi pour ça que j'ai été à Castres, qui est un Tarnais, qui est un Castré, et qui avait l'habitude de nous dire, nous, on est enclavés au fin fond de la montagne noire. Donc effectivement, tous ceux qui se déplacent, et encore plus les Toulousains qui représentent, c'est vrai pour les Castrés, un petit peu la capitale, la grande ville, Airbus, etc. Ils s'en faisaient fi de
de mettre un peu plus de pression parce que pourquoi? Parce que le Stade Toulousain domine le rugby français depuis ou en tout cas est en haut et le domine depuis plus de 30 ans, quoi. Donc automatiquement ça reste un match particulier. Bon, si je te suis, Arnaud, et si je suis Johan, et Philippe peut peut-être nous éclairer parce qu'il connaît bien les deux clubs, et voilà, on va dire que l'antagonisme vient plus de Castres. On peut le dire, même si je pense que les Toulousains savent que la réception à Castres est compliquée parce qu'il y a un style de jeu qui est propre à Castres, qui est le même. On sent les mêmes gènes, les mêmes racines, la même agressivité, la même dureté depuis des années et des années. Toulouse, il y a un autre style de jeu. Clermont, il y a un autre style de jeu, mais ils ont une identité. Voilà, l'identité castraise, c'est la dureté, c'est l'agressivité, c'est qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, en tout cas, voilà, on sait que ça va être toujours un match compliqué. Donc, effectivement, quand le voisin toulousain qui a l'habitude de surfer sur le Brennus, sur la Coupe d'Europe, évidemment, comme tous les autres clubs de France, j'ai envie de dire, mais peut-être un peu plus pour Castres, on a envie de les battre. Philippe Spanghero, sur cet éclairage et cet antagonisme. Moi, l'antagonisme, c'est vrai que c'est surprenant le discours de Johan. Alors c'est vrai que ça justifie justement le fait que c'est perçu différemment du côté toulousain et du côté castré. Mais je crois quand même il y a quelque chose qui s'est exacerbé ces 10 dernières années parce que dans la tête des Toulousains, les castrés jusqu'au début des années 2000, même 2010, c'était assez loin derrière. Et puis après, il y a cette petite période qui n'a pas duré longtemps, mais du coup de moins bien toulousain dans les années 2012-2013, et puis cette ascension castraise avec la régularité en phase finale tous les ans, ce titre en 2013, des victoires en phase finale contre le Stade Toulousain, ce qui était quand même jamais arrivé jusque-là. Et donc pour moi, ça a donné une saveur encore différente à cette notion de derby. Mais en tout cas, du côté castré, c'est très présent et c'est tous les ans le match de l'année qui fait recette et que les gens de la ville attendent. Jonathan, comment tu vois ça, toi, amateur de rugby, spectateur et qui attend forcément ce match ce soir Castres-Toulouse? C'est un match que je suis chaque année avec attention, aussi bien l'aller que le retour. Toulouse, c'est un club qu'on regarde avec des grands yeux pour voir le jeu. Et Castres, en tant que rugbyman amateur, c'est un club aussi, personnellement, je pense que beaucoup de monde apprécie parce que c'est un jeu qu'on retrouve beaucoup dans le niveau amateur, avec un gros jeu d'avant, avec des individualités à l'arrière qui sont les vieux briscards. Voilà, il y a du jeu, il y a un club formateur, donc on aime forcément Castres quand on aime le rugby amateur. Et du coup, c'est un match qu'on aime bien regarder. Je vous cache pas que quand Castres domine Toulouse, c'est toujours un petit peu agréable de voir que le petit bat le gros. Supporter du Stade Français Paris, Jonathan? Comment? Supporter du Stade Français Paris, Jonathan? Je sais pas pourquoi je sens une fibre parisienne. Non, alors pas du tout, plutôt Stade Toulousain et Bayonne. Comme quoi, c'est pas vraiment la même fibre. Raté. Oh là. Joli flair, Alexandre, bravo. Voilà, Quelqu'un qui connaît le rugby. Vraiment, pour le coup, Stade Toulousain, j'ai une dizaine de maillots chez moi. Mais malgré tout, sur un Stade Toulousain-Castres, voilà, le petit contre le gros, j'ai tendance à apprécier quand même les victoires castraises. Enfin, le jeu castrais du moins. Et après, je pense que le fait que Castres soit arrivé au haut niveau là depuis leur titre de 2013, même avant, ils étaient en demi en 2012. Et ils ont fait 5 quarts et finales, je crois. Ils ont 2 titres, ils ont une finale perdue. Enfin, voilà, ils sont revenus un petit peu dans les roues du Stade Toulousain, donc ça a exacerbé le truc. Il y a eu la période Lorios. Je rajouterais Ourda Pileta qui a bien aussi fait le boulot pour rendre ça assez intéressant à regarder. Voilà, donc c'est vraiment un match que je veux pas rater. Ouais. Arnaud Coste, papa de Paul, qui sera ce soir titulaire, c'est son premier derby chez les grands pour Paul, Arnaud. T'es mal renseigné, François. Il a pris la place de Barassi l'année dernière à la dernière minute qui s'est blessé, donc ce sera son second. D'accord. Donc du coup, tu vas voir ça où, à Castres? Non, dans le canapé, en famille. D'accord. Une appréhension particulière pour ce match-là quand tu as ton petit rejeton qui est quand même tout jeune. Il a quel âge, Paul? 19 ou 20? 20 ans. Il a 20 ans. Non, plus d'appréhension. Toujours un peu de stress, évidemment, quand on voit son enfant, son fils rentrer sur la pelouse. Sur les premiers matchs, oui, parce que je sais l'attention et l'envie qu'il a d'exister et de performer.
Bon, depuis, maintenant, il a pris et de la maturité grâce à la Coupe du Monde. Il s'entraîne avec les pros depuis plus de 2 ans. Il connaît les joueurs. Il enchaîne maintenant depuis le début de saison quelques matchs. Donc voilà, moi personnellement j'ai plus un peu d'appréhension, même si voilà, quand on voit son fils, effectivement, on espère toujours le meilleur pour lui. Bon, est-ce que Arnaud, tu peux rester avec nous? On a une petite pause à faire et on continue, parce que je voudrais qu'on fasse quand même un focus sur Paul Coste, dont moi je suis personnellement fan, mais et donc je voudrais qu'on en parle aussi avec Johan sur voilà, juste le jeu. On a un jeu à lancer, mon cher Alexandre. 2 places pour Toulouse, Clermont. La rencontre, ce sera samedi prochain sur Sud Radio, mais aussi au stade. On vous offre les 2 dernières places. Hier, elles ont été remportées, ces places-là, du côté de Merville. Avec Chantal. Et aujourd'hui, Chantal, exact. Voilà. René. Chantal et René. C'est ça. À côté de Rodez, René. Et ben voilà. Et ben il reste 2 places à gagner. 0826 300 300 0826 300 300. Vous appelez, vous gagnez vos 2 places pour Toulouse, Clermont. Ouais. Et Arnaud ne peut pas rappeler. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. On revient bien sûr pour continuer à parler de ce Castres Toulouse au travers du jeune Paul Coste. À tout de suite. Avec vous les auditeurs Sud Radio 0826 300 300 pour bien parler au cœur de la mêlée de ce match Castres Toulouse qui arrive 21h05. Le coup d'envoi. Arnaud Coste est avec nous, notre invité. Jonathan, un auditeur qui lui a appelé au 0826 300 300, et puis Johan Huget, Philippe Spanghero, Alexandre Priam. Arnaud, on parlait de Paul Coste, voilà, champion du monde des moins de 20 ans, qui s'installe gentiment au cœur du stade toulousain. Voilà, c'est aussi un nouveau style, parce qu'on a l'impression quand même que ton fils, alors c'est peut-être difficile d'en parler pour toi, mais en tout cas sur la partie technique, il y a quand même une volonté toujours de faire vivre le ballon. On n'est pas dans du tank ou du déménageur breton, quoi. Oui, effectivement, mais tout ça c'est grâce à Johan Huget, parce que pour l'autre petite anecdote, il a été faire 2 années de suite un stage qu'organise Johan, donc je pense qu'il a pris la bonne graine du stade toulousain. Voilà, donc de l'Ariège et de l'Ariège, bien évidemment. D'ailleurs, on pense au club à Pamiers qui est en très grande difficulté aujourd'hui. On parlait de l'Ariège, Pamiers est à 2 doigts de disparaître malheureusement. Problème financier, effectivement. Johan va aller y mettre quelques billes. Il peut pas laisser. 259 000 euros, il faut. Bon, ben voilà, Johan. Il faut que je re-signe mon contrat à Sud Radio avant, et après on verra ce que je peux faire. Bon, Johan, Philippe, on se voit lundi. Johan, revenons sur le Capol, donc que tu connais depuis longtemps, et effectivement qui a quand même un style bien à lui. Oui, bien sûr, il a Sylviane à lui. Effectivement, je l'avais accueilli pour 2 années de suite en stage, et on était obligé de le freiner parce que avant tout, c'est un gamin qui adore, arrête-moi Arnaud, mais il adore le rugby, il est passionné par le rugby, il jouait, dès que les entraînements s'arrêtaient, il gardait un ballon pour jouer dans la cour, avec ses camarades de stage, on va dire. Et le problème, c'est qu'il y avait des écarts, un peu d'âge, et que lui, il marquait déjà sur tout le monde. Donc on sentait qu'il y avait un potentiel. Après, entre le potentiel et ce qu'il a fait aujourd'hui, ce qu'il fait aujourd'hui sur le terrain, c'est assez incroyable, parce que il est totalement dans la culture du stade toulousain, Florian Fritz, entre Florian Fritz et Yannick Josion, où il arrive toujours à libérer les bras, il s'accroche en défense, il lâche rien en défense. Ouais, il est vraiment l'étiquette Stade Toulousain et pur produit, j'ai envie de dire, Stade Toulousain. Il a toujours surnagé, Arnaud, ton fils Paul? Toujours non, enfin, en tout cas pas détecté. Moi, après, je suis son père, donc c'est toujours difficile d'en parler avec objectivité, même si j'ai toujours essayé moi de prendre du recul, mais surnager non, au-dessus des fois oui, parce qu'effectivement depuis tout petit, mais quand je dis petit c'est à 3 ans, 4 ans, lui il a vu un ballon de rugby, c'est pas moi qui lui ai mis dans les mains, mais il a toujours été aimanté complètement. Après quand il me sollicitait, ben moi ça a toujours été la technique, ça a toujours été la passe du mauvais côté, le mauvais pied, comment faire la passe. Je suis pas trop sur le physique parce que, alors voilà, ça c'est encore d'autres débats, hein, mais ça a toujours été la technique et ça a toujours été un passionné, un gros travailleur, parce que le talent c'est bien,
mais sans travail, effectivement, on arrive à rien. Et il est toujours dans cette démarche, quoi, arriver à performer, arriver à être efficace pour l'équipe. Ça a toujours été un enfant, et il est toujours très altruiste pour son équipe. Et en plus, effectivement, il a la chance de pouvoir jouer au Stade Toulousain. Donc, ça veut dire de côtoyer Julien Marchand, de côtoyer François Cros, Dupont, Ntamak, Thomas Amos. Et j'en oublie un bon wagon, puisqu'il y a quand même la moitié de l'équipe de France qui est autour de lui. Et donc, il côtoie Hugo Mola, qu'il connaît bien. Eh ben Hugo, moi, au-delà que j'ai joué avec lui, oui, effectivement, on a des relations plus qu'amicales, mais bon, voilà, Hugo, il est dans son travail de manager et il ne fera pas de cadeau à Paul. Donc s'il décide de l'aligner, c'est qu'il le mérite. Ouais, et ça pose quelques débats entre vous, entre Hugo Lamy avec Arnaud. Est-ce qu'on se dit, vous en avez discuté, comment ça s'est fait naturellement? Aucun. Il y a pas de débat. Il y a pas de débat sur le rugby. Moi, je suis le père d'un de ses joueurs. C'est mon ami. Quand Hugo a envie d'en parler, on en parle. Mais non, on a des relations autres. Mais non, il y a pas de débat. Il y aura jamais de débat. Philippe Spanghero, peut-être pour rebondir sur aussi cette transmission que tu connais bien, Philippe, mais en tout cas qui est réelle, et ça fait partie de l'histoire aussi du Stade Toulousain. Hein. Oui, ça fait partie de l'histoire du Stade Toulousain, et c'est vrai que Paul s'inscrit vraiment dans le registre du Stade, et je trouve qu'en fait, je me demande si il aurait trouvé ses marques aussi vite dans d'autres clubs, parce que il y a cette culture au Stade Toulousain de la prise d'initiative. Et moi, ce qui m'a marqué sur les premiers matchs de Paul la saison dernière, quand il a commencé vraiment à enchaîner du temps de jeu, c'est cette insouciance, cette volonté de tenter des coups techniquement. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte de la palette technique quand même assez large, mais aussi parce qu'il est dans un contexte qui favorise beaucoup la prise d'initiative. Et c'est vrai qu'en ça, je pense que le Stade Toulousain est un club qui est fait pour lui. Alors moi, j'ai juste une question à poser à Arnaud, parce que malgré tout, Arnaud, quand même, il est ami avec Hugo, mais il a passé sa vie à Clermont, qui a souvent été en difficulté contre le Stade, et puis après à Castres. Donc maintenant, je sais que tout ça est passé, mais ça n'a pas été trop difficile les premiers temps de te réjouir de voir ton fils sous le maillot toulousain. La petite attaque. Non. Tout ça, c'est du passé, effectivement. Mon histoire, elle est loin derrière. Je la vois même plus dans les rétroviseurs. Mais effectivement, moi, j'ai joué à l'époque où le Stade Toulousain a été champion de France quasiment toutes les années. Et c'est moi qui conseillais à Paul quand il était à Colomiers de partir au Stade Toulousain, parce que justement, quand on veut jouer au rugby, le stade est un modèle depuis longtemps, et toujours un modèle, et j'espérais, je pensais qu'il avait la capacité de pouvoir s'adapter justement par sa gestuelle, par sa capacité technique, parce que c'est un enfant qui aime jouer au ballon, qui aime toucher le ballon, qui aime prendre des initiatives, et ça fait complètement partie de l'ADN du Stade Toulousain. Merci Arnaud d'avoir été avec nous. Arnaud Coste, papa de Paul, qui avec ce soir plaisir. Va vibrer dans son canapé en écoutant Sud Radio, bien sûr, parce que le match sera en direct sur Sud Radio, bien évidemment, et en intégralité. Bon, à très bientôt, en tout cas, sur notre antenne. C'était un plaisir et bon match. Merci Jonathan d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes, bien sûr, pour la suite de notre programme, et puis on va retrouver Philippe avec Mathieu Bastaro. C'est les destins du rugby. À plus tard.